Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez desjardins.com/entreprise. Hey, salut tout le monde. Ici David Côté qui vous souhaite enfin la bienvenue dans la saison 4 des Dérangeants. Nouvelle saison avec 2-3 nouvelles affaires spéciales. Puis la chose la plus spéciale cette saison-ci, évidemment, c'est notre nouvelle animatrice, Allô. Catherine Beauchamp. Bonjour David. Yeah! Bienvenue dans Les Dérangeants. Ben merci, ça me fait énormément plaisir. J'adore parler du milieu des affaires, donc vos histoires m'intéressent, les histoires des invités. J'adore les entrepreneurs. J'aime les gens qui font du cash. Puis moi, on m'a dit aussi que tu étais entrepreneur. Fait qu'à un moment donné, on va parler de toi aussi là-dedans, j'espère. J'espère, moi aussi. Ça me gêne beaucoup de parler de moi, mais bon, oui, un jour, on ira là. Aujourd'hui, on va recevoir Jacinthe René. Je voulais savoir pourquoi c'était intéressant de discuter avec Jacinthe René. Bien, Jacinthe René, c'est une femme qui est devenue une femme d'affaires, en fait. Malgré elle, j'ai l'impression, elle a trippé dans des produits, puis c'est devenu une femme d'affaires, puis ça a tellement grandi son entreprise. Et elle a fait partie des médias pas mal dernièrement. On a fait parler d'elle, ça doit être intense. Fait qu'on voulait juste aller gratter la patente un peu. Est-ce que tu utilises beaucoup de produits de beauté? Non, mais en fait, j'ai jamais rien mis dans ma face. Fait que là, j'ai peur d'y parler pour avoir le goût de me mettre quelque chose dans la face après. Bon, ben, on va retrouver Jacinthe René dans quelques minutes. Ne bougez pas. Ils font le tour du monde. Signent de gros contrats. Écœurent pas mal de monde. Et nous racontent tout ça. Voici Les Dérangeants. Bonjour, bienvenue officiellement dans Les Dérangeants. Je m'appelle Catherine Beauchamp, je suis une nouvelle animatrice. Mais le reste de l'équipe n'a pas changé. On est toujours avec les mêmes 7 dérangeants cette année. Étienne Crevier, Marie-Philippe Simard, Carlo Coccaro, Alex Mency, Noah Redler, Marc-Claude Duquette et David Côté. Tout le monde est de retour pour une 4e saison qui sera coproduite avec le 96.9 C'est quoi et le 98.5 FM. C'est présenté par Desjardins Entreprises. Et comme vous le savez, à chaque épisode, on a 3 de nos jeunes PDG avec nous. Et aujourd'hui, dans les studios de Cogeco, on accueille David Côté, super-héros, cofondateur de Loop Mission. Bonjour, David. Salut, Catherine. Noah Redler, le fondateur de Arch Innovation. Bonjour, Noah. Bonjour, Catherine. Et Carlo Coccaro, fondateur et PDG de Math et Mots Monde et du site Internet aidersonenfant.com. Salut, Catherine. Bonjour. Et là, avant de parler à Jacinthe René, on teste une nouvelle formule cette année, ce qu'on appelle le PPP. Ça s'appelle primeur, plug ou potin. Et là, j'ai envie de vous entendre. David, qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Est-ce que tu as une primeur, une plug, un potin? Qu'est-ce que tu as envie de nous partager aujourd'hui? C'est toujours désorganisé qui se fait faire commencer. C'est chiant. Parce qu'on le voit dans tes yeux que t'es désorganisé. Oui, bien raide. Ben, moi, je dirais que... En fait, je vais faire un potin plug. Là. On lance une nouvelle ligne de produits à Loop, pour être original. On en lance à tous les 3 mois. Puis il n'y a personne dans mon équipe qui veut en lancer d'autres, mais moi, je le fais quand même. Puis là, on lance une ligne de biscuits. Faite avec la drèche de bière. Tu sais, les résidus de la bière là, qu'ils jettent. Là, mais là, on prend ça, on met de la pulpe de jus rejetée, on met de la drèche de bière rejetée, on met des graines de chanvre rejetées. Fait que c'est plein de patentes rejetées qu'on met dans les biscuits, puis ça va être dans toutes les épiceries bientôt. Là. On fait ça. Pour animal ou pour humain? Pour humain. Pour humain. Parce Ouais. que vous avez des biscuits pour animaux. Ben moi, je me considère comme un animal des fois, fait que ça peut être... Ouais, en tout cas, pour humain. As-tu goûté au biscuit? Ben oui, j'ai goûté aux biscuits, OK, c'est mais sûr. je suis curieuse de savoir, là. Je veux que tu m'en apportes. Ils sont écœurants. Ils sont moelleux. En plus, on les a appelés biscuits... c'est quoi ça s'appelle? Biscuits moches? Non, c'est biscuits tendres. Ah, je me souviens plus. Ben, il va falloir que t'en apportes. On a apporté Il va ça, falloir c'est que t'en sûr. apportes. Mais je sais plus comment on les appelle. Carlo? Oui, dans un autre épisode de la saison 3, je parlais à quel point j'haïssais les subventions, mais avec l'organisme aidersonenfant.com, ça fait un peu partie de la game d'aller chercher un peu de ressources à gauche et à droite pour produire des outils pour les familles gratuitement de tous les milieux. Et notre première subvention, c'est 2 subventions, en fait, qui totalisent 125 000 € qu'on reçoit de la France, de la région Bourgogne, entre autres. C'est comme... puis c'est pas qu'on n'a pas essayé ici, mais c'est là-bas qu'on a plus de subventions. Fait que je me sens un peu comme Félix Leclerc dans ses débuts de carrière, quand il a percé en France. Puis là, je me sens... Je pense que je vais revenir au Québec et on va me donner des millions. Ça, c'est mes attentes. C'est nice. Ouais. C'est très cool. Ouais. C'est des projets intergénérationnels où on fait interagir des jeunes puis des personnes plus âgées pour de l'entraide pour les jeunes qui ont des troubles d'apprentissage, puis en même temps contrer l'isolement
rendre aux personnes âgées une utilité de leur temps, de leur connaissance, de leur énergie, qu'il leur reste encore beaucoup. C'est tellement bien apprécié dans les temps qu'on vient de vivre. Ouais. Noah? Ben moi, je vais faire mon job de consultant et faire une plug pour l'un de mes clients. La saison des cohortes d'accélération et incubation commence bientôt et un de nos clients, le Living Lab Lanaudière, démarre une tout nouveau cohorte appelée Vente ton sandwich. Et là, il y a un focus direct sur les ventes. Et moi, je connais beaucoup d'entrepreneurs et souvent dans le monde de l'innovation, sont des chercheurs, sont des technos, sont des geeks qui démarrent une entreprise et c'est très bien dans le processus de développer le produit, mais c'est quand on arrive au point d'interagir avec les clients, de vendre, de vraiment commencer votre pipeline de vente, il y a un certain écart dans l'écosystème où on a les formations dédiées à juste cette question. Alors, le programme commence le 16 octobre. Le Living Lab accepte des applications en ce moment. C'est Vente ton sandwich et vous pouvez trouver sur le site web livinglablanaudière.com. Justement, restez avec nous parce qu'après l'entrevue, on va parler de vos projets. On va parler qu'est-ce qui s'est passé depuis les 4 dernières années. Parce qu'on le sait, vous avez démarré Les Dérangeants il y a 4 ans. Donc, j'ai envie de savoir un peu où est-ce que vous en êtes rendu. Et on passe tout de suite à cette entrevue avec Jacinthe René, qui a fondé la Maison Jacinthe en 2013, une entreprise qui compte maintenant à peu près une dizaine de points de vente un peu partout au Québec. Jacinthe René, c'est aussi une entrepreneure qui a été controversée durant les derniers mois. Et on va quand même aller lui poser la question parce que là, ça fait un certain temps et on veut savoir un peu comment elle est passée au travers de cette crise. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Alors, on va joindre Jacinthe René. Bonjour, Jacinthe. Allô? Jacinthe, la maison Jacinthe, en fait, est rendue à 10 maisons. J'aimerais ça que tu me racontes un peu l'idée de base. Comment la maison Jacinthe est née? En fait, au départ, c'était un désir de partager des idées. Il n'y avait pas de produit du tout. Donc, c'est né avec une plateforme web en 2013. Pendant 1 an et demi, il n'y a pas eu de produit. Je partageais des recettes, des idées pour être bien. Puis, à un moment donné, est arrivé un bel événement chez moi. David, je pense que tu étais là, la foire. Puis, on a eu 5 événements à la maison où, aux 2 derniers, on recevait carrément 4000 personnes. Au premier événement, là, j'ai senti qu'il y avait un besoin pour ce partage d'idées-là et aller un peu plus loin là-dedans. Et je me suis entourée. Puis, ils sont arrivés aussi au même moment 4 premiers produits, les produits que j'utilise depuis 18 ans maintenant, que j'avais demandé pour le ménage, que j'avais demandé pour ma peau à l'époque où j'étais enceinte pour la première fois, puis j'avais envie de m'entourer de naturel pour mon enfant. Donc, j'ai proposé à la communauté qui me suivait là, de 7000 personnes à l'époque, 4 produits. Puis, de fil en aiguille, ces gens-là ont demandé d'autres produits. Puis c'est comme ça qu'on a grandi, en écoutant, en suivant, puis en répondant à la demande. Et quand est-ce que tu as compris que tu avais une business, là, que c'était pour devenir une entreprise et que tu étais pour ouvrir d'autres maisons Jacinthe? Jusqu'en 2019, on était une marque. Davantage, on distribuait. On ne fabriquait pas. Puis en 2019, on a vraiment pris notre sort en main. Puis on a fabriqué, on a mis sur pied notre premier labo. On a nos recettes maintenant. C'est moi qui source les ingrédients. Donc, c'est tout ça qu'on a mis en place. Donc, l'entreprise comme telle, là, avant, en 2014, on parlait de moi comme d'une marque. Ça m'embêtait un peu. Je comprenais le principe. Que j'évoquais un style de vie. Donc, je l'ai compris, mais en 2019, là, on s'est enraciné puis on est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui? Si tu avais les chiffres les plus importants là, qui représentent Maison Jacinthe, ce serait quoi? Depuis 2018, on a, comme disait Catherine tantôt, 10 points de vente. Donc, 9 maisons plus une grange qui est notre laboratoire aussi, où on reçoit les gens le samedi. Dans chacune des maisons, on a salon de beauté, restaurant et boutique. Donc, et dans 2 d'entre elles, on a aussi des suites d'hôtels puis une auberge. Donc, c'est assez...
fantastique. On est sorti, dans le fond, des points de vente où on était. On a dit non à deux joueurs majeurs, là, un Canadien puis un Québécois, les plus gros, je vous dirais, parce qu'on désirait être, nous, maîtres en fait, bien accompagner le monde avec nos formules, bien les renseigner, puis leur faire vivre notre expérience et être libre. Ça a été notre choix qui s'est dessiné aussi en 2018. Puis on a positionné à partir de là nos maisons, nos points de vente, si on veut, ou nos lieux à travers le Québec pour pouvoir rejoindre tout le monde. Puis ces maisons-là, ce qui est particulier, c'est que ce sont toutes des maisons patrimoniales. C'est vraiment notre patrimoine, ce qui veut dire aussi beaucoup de rénovation et de restauration, mais c'est vraiment magnifique. Elles sont toutes plus belles une que l'autre, c'est riche d'histoire. Fait que ça, c'est ce qu'on fait vivre aux gens. Puis à part ça, je pense qu'on est à 107, 108 employés, là. Jacinthe, je suis curieux de savoir, parce que moi, je t'ai toujours connu, puis parce que tout le monde ici peut-être le savait pas, mais je connais bien Jacinthe quand même. Là, dans mon ancienne vie de crudescence puis de grano profond, je donnais des ateliers de pousse puis de fermentation. Puis je pense que j'ai influencé Jacinthe même dans son parcours, probablement. Tellement! Mais moi, j'ai toujours vu Jacinthe comme la personne curieuse qui veut apprendre, qui veut juste découvrir des nouvelles affaires. Puis j'ai toujours vu ton chum comme l'entrepreneur, en fait, comme le gars qui voit l'opportunité, puis qui est comme, OK, là, on va faire de la business avec ça. Ma femme, en plus, elle est connue. Let's go, on fait du cash avec ça, tu sais. Est-ce que... je me dis, il doit y avoir un moment donné que toi, tu as pris le rôle d'entrepreneur, puis tu as dit, OK, là, je suis plus juste Jacinthe l'image, je suis aussi la femme d'affaires, puis je vois les profits derrière, puis je vois que je peux en créer de l'abondance de ça, en fait. C'est quand est-ce que ça s'est passé, ça? Wow. Si ça s'est passé. Attends un peu. Mais c'est ça, c'est que ça n'existe pas. Ça, ce que tu viens de dire là, c'est pas... Oui, tu m'as influencé énormément. David, la première fois qu'il m'a fait un repas cru, le lendemain matin, je me suis réveillée et j'avais envie de manger des épinards. Puis ça a été une révélation pour moi. Donc ça, et David, c'est un gros déclencheur. Et puis, il a eu un impact, puis on a collaboré, on a fait plusieurs trucs ensemble. Moi, je suis une fille qui aime partager. Mon chum, à un moment donné, parce que mon chum avait son travail. Puis c'est moi qui lui ai dit, viens avec moi, je ne peux pas tout faire ça tout seul. Et on a vraiment les mêmes valeurs. Tu sais, on souhaite vraiment les mêmes choses et c'est ça qui est merveilleux. On est là-dedans 7 jours sur 7, puis on adore ça. À un moment donné, lui me fait comprendre que je ne pouvais pas te donner les produits. Ça, moi, en bonne judéo-chrétienne, j'avais de la difficulté avec la vente énormément. Puis il me fait comprendre que nos produits faisaient du bien. Et je l'ai réalisé, par exemple, avec des personnes qui ont renversé leur acné, par exemple, avec des produits naturels, nos produits naturels, et à moindre coût aussi, parce qu'ils sont très accessibles. Et c'est là où j'ai commencé à m'habituer à ça. Et à un moment donné, il dit, Jacinthe, on gagne à être connu. Tu sais, les gens gagnent à utiliser des produits sains et naturels. Et c'est là où j'ai fait, OK, on peut s'ouvrir. Je ne suis pas obligée de garder ça pour moi. Il y a eu aussi la pandémie. Tu sais, ce matin, j'ai terminé mon 530e matin en direct. J'ai fait des directs à tous les jours. Et ce pourquoi j'arrête, c'est parce que c'est la rentrée scolaire. Tu sais, mais j'ai été à tous les jours en lien avec les gens. Donc, moi, je suis la personne très, très proche, très à l'écoute, très dans l'échange, qui veut partager. Mais oui, une entreprise doit faire des profits pour continuer. Et j'aime les valeurs qu'on a et où va l'argent après ça. Est-ce que c'est parti, cet aspect-là judéo-chrétien, où tu te sens coupable de faire de l'argent avec des produits? Est-ce qu'à un moment donné, avec le temps, ça s'en va? C'est parti quand je réalise le bien qu'on fait. Je réalise, tu sais, les changements de vie, c'est par milliers que je les compte, Catherine. C'est pas un qui m'arrive de temps en temps. Tous les jours, on a des témoignages. Donc, ça, c'est parti parce que aussi, je le sais, pour connaître très, très bien cette entreprise-là de la beauté aujourd'hui et pour avoir vérifié pas mal de ce qui se fait dans le monde, qu'on a des produits inégalés, qu'on a des factures d'ingrédients que les autres ne peuvent pas mettre dans leurs bouteilles. On s'en vante souvent. On a bâti notre modèle d'affaires comme ça. Et donc, pour moi, si je me mets à la place des clients, des clientes,
ils sont mieux avec notre sérum qu'avec un autre sérum, tu comprends? Qui est vide, qui commence par de l'huile de tournesol puis qu'il n'y a pas grand-chose dedans. Fait que je suis bien, je me couche toujours heureuse et bien d'offrir ce qu'on offre. Puis concrètement, ça veut dire quoi en chiffre d'affaires? Parce que là, 10 maisons, 107, 108 employés et les ventes en ligne, là, je comprends que ça doit être un gros morceau de ce que vous faites. Vous êtes dans quelle tranche de chiffre d'affaires pour la Maison Jacinthe? On n'a plus de crédit attribué aux petites entreprises, si c'est ça ta question. C'est quoi l'échelle de ça, déjà? Je sais même pas moi-même. Écoute, Carlo, il veut des chiffres. Carlo, il veut toujours savoir des chiffres. Parce que des fois, 10 maisons Jacinthe, est-ce que ça veut dire des revenus, mettons, est-ce que c'est des revenus de 200 000 $ par maison, fait que c'est une business de 2 millions, ou est-ce que c'est 500 000 par maison plus des ventes en ligne de 5 millions? C'est deux business complètement différentes. Là. J'essaie juste de saisir un peu le niveau. Puis en plus, question complémentaire, c'est l'industrie de la beauté puis des soins corporels. Je connais pas bien ça, mais j'ai l'impression que ce qu'il y a dans la bouteille vaut 23 sous, puis ce qui est vendu 68 piastres. Les parfums, des trucs comme ça, c'est beaucoup des marges extraordinaires. Donc, est-ce que vous suivez des modèles de marge similaires que le reste de l'industrie? C'est là où je suis très, très, très à l'aise. Non, pas du tout. On est tellement loin de ça. D'un, en naturel, on ne peut pas reproduire les molécules de façon synthétique puis en mettre plein à la chaîne. Donc, déjà, nous, de la façon qu'on travaille, c'est exceptionnel. Ça n'existe pas dans le monde. On a, encore une fois, si on regarde, peu importe le produit, les ingrédients de choix sont en premier lieu parce que je suis la première à les consommer. Je suis très difficile, mon chum aussi. Pourquoi on s'est lancé dans tout ça? Parce qu'on a les produits de beauté, mais on a aussi les suppléments, tout ça. Parce qu'on voulait avoir cette qualité-là. Ouais. Puis, tu sais, Jean-Yves Dionne, David, tu le connais, il est extraordinaire. Tu sais, je suis entourée de scientifiques qui sont à la même place que nous, là, tu sais, dans ce juste milieu-là entre la science puis les alternatives saines. Mais je lui donne carte blanche. Tous ceux qui travaillent avec moi, je leur donne carte blanche pour développer le meilleur. Et chacun qui ont 35, 40 ans d'expérience comme consultant ou comme formulateur me disent tous que c'est la première fois qu'ils reçoivent ces demandes-là, que jamais on les aborde pour avoir de l'excellence, on les aborde tout le temps avec des prix. Et nous, ce n'est pas le cas. Jacinthe, je suis un peu curieux. Tu donnes beaucoup de liberté à tous ces gens pour développer des formules, pour vraiment proposer la bien-être à tes clients. Comment est-ce que tu valides que les produits que tu proposes répond à un certain critère ou est-ce qu'il y a une façon quantitative que vous validez l'efficacité de ces produits? Oui. Bien, on a plusieurs dizaines, là, proche d'une centaine de produits qui sont homologués par Santé Canada. Donc, ça, c'est un autre dossier. Ça, c'est des processus qui sont très longs et c'est moi qui est impliquée avec les chimistes pharmaciens dans ces processus-là. Donc là, c'est autre chose. On doit démontrer par des recherches scientifiques et tout ça la performance des produits. Au niveau cosmétique, bien évidemment que ça y va aussi avec les bienfaits, la sécurité d'utilisation, puis que les formules plaisent. Tu sais, il y a comme 3 volets. Quand je reçois les formules, elles doivent me renverser. Je suis la première à vouloir utiliser les formules. Donc, et évidemment, on les essaie entre nous. On suit les pratiques de fabrication. Donc, ça dépend des formules. Il y a certaines qui doivent suivre des processus beaucoup plus longs, d'autres qui vont avec notre expérience qu'on a avec nos salons de beauté, avec notre équipe qui est derrière, qui formule depuis aussi 35-40 ans. Moi, ce que j'aime, c'est l'effet sur ma peau. C'est, quand je teste un produit, quand je reçois un produit, c'est moi qui dois être. C'est moi à qui on doit plaire, tu sais. Ouais. Mais ça c'est important. Et alors, Jacinthe, tu as accepté de participer à une balado appelée Les Dérangeants. Alors, j'imagine que tu attendais 1 ou 2 questions sur quelques histoires qui sont sorties dans les médias au mois de mai dernier. Et souvent, je pense chaque entrepreneur à une époque dans leur carrière se retrouve dans un procès légal, soit avec un client, un compétiteur, un de nos clients ou quelqu'un d'autre qu'on attendait pas du tout. Des fois, un employé, absolument. Et souvent, nous n'avons pas vraiment l'opportunité de nous exprimer, de partager notre histoire. Alors, je pense que nous avons beaucoup lu dans les médias, mais je voudrais laisser la place de partager dans tes mots. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire avec
avec la Collège des médecins? Bien, je peux pas vraiment en parler parce qu'on va en appel pour ça. Donc, moi, la seule chose que j'aime répéter, c'est ce que la juge dit dans son jugement, c'est que c'est pas l'entreprise qui est remise en question, mais 2 vidéos. Puis on sait que je partageais à ce moment-là les vidéos avec une personne, un intervenant, et qu'il y a eu des fautes de commises. Évidemment, on ne prend pas ça à la légère et c'est très triste et l'impact est épouvantable. Tu sais, c'est difficile à vivre. Mais moi, et je pense que tous ceux qui me suivent et me connaissent le savent, je n'ai jamais voulu usurper le rôle de médecin. Tu sais, j'ai jamais voulu. Donc ça, c'est profondément, je n'ai jamais voulu ça. Je n'ai jamais voulu dépasser la limite ou quoi que ce soit. Mais maintenant, c'est ça. Il y a un travail qui est toujours en cours. On va en appel pour ça. Mais l'entreprise n'a jamais été remise en question par la juge. Absolument. C'est important de le savoir. Je pose la question parce que nous sommes tous et toutes des entrepreneurs ici et les dérangeants sont pour partager des leçons. Alors, pour toi, c'est quoi la leçon qu'on peut tirer de cette expérience que tu peux partager avec les autres entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui? Tu sais, j'apprends énormément tout le temps. On dirait que j'apprends encore plus vite, probablement que les autres. Je pensais pas que le simple fait d'être dans le naturel dérange comme ça. Tu sais, moi, des fois, ce qui m'embête, c'est que pourquoi on s'attaque à quelqu'un qui est dans le naturel versus tout l'à côté. Il me semble que ça devrait être l'inverse, tu sais. Qu'est-ce que j'ai appris de ça? À bien m'entourer, tu sais, à pas faire confiance. Au début, Sylvain et moi, on était tellement heureux, on l'est encore, mais qu'on accueillait à bras ouverts différentes personnes dans notre proche entourage. Puis je pense que c'est ça, ça a été ça l'erreur. On n'a pas vu venir. Et j'ai peut-être pris trop de place alors que c'était pas à moi de défendre, par exemple, tel truc. Là, donc, c'est un peu ça, de faire attention avec qui, à qui on fait confiance. Jacinthe, quand on est dans l'œil du cyclone, quand on vit une crise comme celle que tu as vécue dans les derniers mois, qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'à un moment donné, on pense que tout va s'arrêter? C'est quoi la pire chose qui t'est passée par la tête? Quand on est dans une épreuve, dans cet œil de cyclone-là, comme tu le dis, mais qu'on sait foncièrement qu'on a fait les choses de façon juste, là, tu sais, et qu'on continue, puis on va se battre. Moi, ça va être ça, ma place. Ça va être de se battre, tu sais, ça va être de faire entendre. J'aime pas quand on insinue des trucs à mon sujet qui ne sont pas tout à fait vrais. Là, quand on s'en donne à cœur joie, c'est sûr que c'est ça qui me fait mal. Et j'ai de la difficulté à laisser les choses aller et à me dire ça va passer un jour. Je trouve ça important de répondre, de dire qu'est-ce qui s'est vraiment passé et de dire les choses comme elles le sont et de ne pas... Et c'est très difficile, là, cette partie-là, mais ça, c'est ma façon à moi de passer à travers. On dirait que pour moi, les choses doivent être inscrites. Ma version, notre version à nous, ça doit être inscrit. Quand on a commencé la pandémie, c'est là où, là, tout le monde, on s'est regardé et disait, est-ce que l'entreprise va fermer? Mais pas avec des épreuves comme on en subit, comme on en a subi. Je sais, c'est peut-être terminé, sait-on jamais. Trop souvent. Celle-là, je sais que c'est des attaques. Je sais un peu d'où ça vient. Je sais exactement d'où celle-là est venue, qui l'a commencé. Je le sais. Et c'est pour ça que je sais aussi qu'il y a quelque chose de pas sans fondement derrière ça. Tandis que quand un événement mondial comme la pandémie est arrivé, et là où on s'est dit, est-ce qu'on ferme? Est-ce que tout ferme? Est-ce qu'on va revenir? Là, on se pose la question. Puis moi, je suis curieux sur le couple encore, là, parce que je travaille en couple, fait que votre couple m'intéresse. Là. C'est quoi les rôles que vous avez respectifs? T'sais, est-ce qu'il y en a un qui est plus justement finance, puis opération, puis tout est plus marketing, vente ou R&D? Ou avez-vous des chapeaux vraiment respectifs ou vous faites un peu de toutes les deux?
On fait de tous les deux, mais moi, c'est sûr que je suis davantage à la recherche et développement. C'est vraiment mon truc. Tu sais, en ce moment, je suis avec justement la chimiste et le pharmacien, puis on développe tout un volet extraordinaire. Fait que ça, c'est moi, j'adore ça. C'est moi qui est au sourcing aussi. C'est moi qui est au partage. Tu sais, tout le site, c'est moi. Le site de maisonjacinthe.ca, je crois qu'il y a 1200 ou 1400 articles, il y a 500 recettes. Tous, c'est moi, c'est mon saut, c'est moi qui... Fait que dans le partage d'informations, le contenu, ça va être moi. Au niveau des finances, c'est sûr qu'il m'en parle. Je veux dire, on développe ça ensemble, là, et c'est lui qui va trouver les maisons. Après ça, c'est moi qui dis oui ou non, c'est moi qui décore. Puis vous n'avez pas de plan d'affaires, hein? Vous fonctionnez vraiment à l'instinct, c'est bien ça? Exact, oui. C'est fascinant, ça, quand même. Tout le monde sourcille, présentement. Puis avez-vous un prévisionnel de cash flow ou bien des prévisions financières pour voir où vous allez ou bien ça va tellement bien qu'il y a de l'argent dans le compte, fait qu'on se pose pas de questions puis on avance? Tu sais, moi, j'apprécie comment on a... Toutes les deux, Sylvain et moi, on a eu des épreuves lourdes dans le passé avant de créer cette entreprise-là ensemble. On a tout parti de zéro ensemble, puis on a vécu avant ça des moments difficiles. Donc, ce qui fait en sorte que quand on a commencé très simplement sans s'endetter. On n'a jamais fait d'emprunt, à part pour les maisons, OK? Mais c'est pas des emprunts, c'est des hypothèques. C'est pas la... Mais sinon, on n'a pas de dette. Ça, c'est assez... et ça a été notre façon d'avancer sécuritairement. Toujours, on commençait dans la petite grange sur le terrain. Tu le sais, David, t'es venu. Tu sais, cette grange-là, c'était le bureau de mon chum, c'était sa garçonnière. À un moment donné, je lui ai pris une armoire. J'ai dit, je vais mettre les produits dedans. On faisait les paquets, lui et moi. Il chicanait parce qu'il ne comprenait pas mon écriture. Je faisais les adresses. Les enfants étaient sur le plancher, ils jouaient. C'est comme ça qu'on a commencé. Puis on a toujours, tu sais, continué. Le premier moment où on a dû hypothéquer notre maison pour la dépense, c'était avec le maquillage. Puis on n'a pas fait de démarche parce que là, il fallait développé avec l'Italie. C'est eux qui manufacturent, qui fabriquent le maquillage. On a essayé ici, ça ne fonctionnait pas. Tout le reste est fabriqué ici au Québec, chez nous. Mais le maquillage, non. Et à ce moment-là, comme on avait plusieurs items d'une collection, c'était plus prenant. Bien, il a fallu qu'on fasse ce move-là, mais on n'a pas fait de... Tu sais, il est venu me voir et il dit, t'es-tu certaine, tu sais, pour le maquillage? J'ai dit oui. Tu sais, oui, on fait des calculs, mais on n'en fait pas toujours. Ou il y a des trucs qu'on fait qui ne sont pas payants, si vous voulez, dans le jargon, là, mais on le fait pour rendre service, littéralement, et parce que ça fait partie de l'aventure, puis parce que, pour nous, c'est un tout. La beauté de la peau, c'est aussi l'alimentation, tu sais, le bien-être, tout ça fait du sens quand c'est vécu ensemble. As-tu quand même une vision pour le futur ou une définition de c'est quoi le succès pour Jacinthe, la maison Jacinthe? Comment est-ce que tu peux dire, regarde, j'ai tout réussi, je vais tout vendre et c'est le temps de prendre ma retraite? Moi, je passe beaucoup de temps dans la communauté des startups technologiques et tout le monde veut être une licorne, je veux gagner de l'argent, des profits énormes. Mais il me semble que d'une partie, les profits sont moins importants pour toi. C'est plus une question de vision et valeur. Alors, j'aimerais savoir c'est quoi cette vision. Et de l'autre côté, as-tu une idée de quand tu peux prendre ta retraite ou la question de retraite est déjà réglée et ça, c'est juste une trip de vie? Nous, on ne veut pas vendre. Hein? On ne développe pas des choses pour vendre. D'ailleurs, on est très heureux parce que cet été marque... le début pour 2 de nos fils qui ont commencé, puis on trouve ça chouette. On ne va jamais leur imposer, mais je leur ai même dit, avant qu'ils commencent à travailler chez nous, j'ai même, à un moment donné, pendant le souper, demandé aux gars, j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Qu'est-ce que vous aimeriez créer? T'sais? Parce que avant d'avoir l'entreprise, j'ai aussi fondé une école, j'ai aussi créé un jardin de permaculture. Je suis une fille qui aime créer des projets puis aller au bout de ça. Parce que j'aime ça, parce que je les ai à un moment donné dans le cœur, puis je veux les voir vivre. Et l'école, elle existe encore. J'amène mon 3e enfant demain, qui va commencer là. Donc, c'est assez fantastique. Et mon fils aîné, d'habitude, un ado va un peu se révolter contre ses parents ou contre ce qu'ils ont fait. Puis il dit, maman,
on va pas créer quelque chose. Ce qu'il y a de plus beau, tu le fais toi. Et il va juste manger que du Big Do et manger pas son thé. Oui, non, mais les trois sont complètement différents au niveau de l'alimentation. Louis mange drôlement bien. C'est vraiment mais les trois sont chacun ce qu'ils sont. Je suis pas quelqu'un qui impose ma vie ou mon alimentation, ni à mes enfants, ni à mes proches. Je ne suis pas du tout comme ça. Donc, on trouve ça vraiment fantastique qu'ils commencent à s'impliquer les deux. Charles a 11 ans, Louis a 17 ans. Et les deux sont très concernés puis investis. On trouve ça beau, on trouve ça chouette. Tant mieux si ça continue avec eux plus tard. Mais c'est certain qu'on ne se voit pas vendre. Et on voit souvent des entreprises qui sont vendues et qui perdent le sens. C'est pour nous, encore une fois, notre fierté, c'est les ingrédients. Puis on travaille avec des huiles végétales vierges, ce qui est encore une fois hors du commun. On travaille avec les moyens, ces moyens-là, mais en étant quand même artisanal, en fabriquant encore à la main. Donc, il y a quelque chose de très précieux là-dedans et moi, comme consommatrice, je ne veux pas perdre ça. Mais est-ce que le but, c'est de rester artisanal pendant encore 30 ans ou est-ce que le but, c'est d'aller conquérir la France, conquérir les États-Unis, puis aller à un chiffre d'affaires de 100 millions, peu importe lequel il est maintenant, mais est-ce qu'il y a un objectif comme ça ou c'est de rester dans une grange très artisanale et dans un volume restreint? Ce qui serait correct aussi, là. Non, parce que là, justement, on a acquis une belle terre industrielle à Saint-Bruno, vraiment merveilleuse. Puis on a terminé les plans pour un immense laboratoire. Donc, il va falloir qu'il soit bien... Ça va prendre des prévisions financières. Ouais, là, tu n'auras pas le choix, Jacinthe. Tu n'auras pas le choix. Une prévision et un cash flow. Là. Si vous ne le faites pas, là, je comprends pas. Soit que vous faites vraiment trop d'argent puis vous n'avez pas besoin de le faire, mais ça ne se peut pas. Là. C'est certain qu'on a le nez dans les chiffres. T'sais, on les voit tous les jours, puis on le sait quand on peut investir, quand on peut aller chercher des ingrédients, puis on sait qu'à un moment donné, arrive le mois d'avril, puis il faut sortir un gros montant pour aller chercher le Néroli, parce qu'il n'y a qu'à à ce temps-là de l'année. Donc, on le sait instinctivement maintenant, puis on le voit le rythme, puis on voit la demande, mais je crois quand même qu'on peut rester artisanal dans la mesure de ce qu'on fait là en ce moment. Quand vous achetez l'Exfo Pur ou le beurre sapin caramel, il y a des tourloupes dessus qui sont faites à la main. C'est ça qu'on va garder. Et il y a plusieurs formules qu'on remplit à la main. Mais oui, on a aussi... Des tourloupes. Des remplissages. Moi, je veux juste revenir sur le mot tourloupe parce que je sais pas pourquoi. Moi, je sais pas c'est quoi. Mais il y a des limites à l'artisanal, justement. Il y a des limites à un moment donné. Si on veut grandir... On est déjà grand et on fait très bien. On n'est pas artisanal. Je dis qu'on travaille en mettant ces ingrédients-là dans nos produits et on travaille à la main. Puis on a plusieurs personnes. Le laboratoire en Italie qui fait notre maquillage est immense. Il travaille aussi à la main. Tu sais, je veux dire, on peut continuer de travailler comme on le fait là en étant grand. On en est la preuve, puis on continue. Mais là, on a besoin aussi d'espace, d'où le labo qui vient. En ayant cet espace-là, on va économiser sur le transport parce qu'on va être à même nos pots. Vous savez qu'il y a une pénurie de pots dans le monde. C'est comme la catastrophe. Fait qu'on s'y prend d'avance. Fait qu'il faut entreposer. Donc, c'est d'où ce besoin-là d'avoir cet espace-là. En ce moment, moi, je suis très fière de notre équipe parce qu'on répond à cette demande-là qui est grandissante. On le fait très bien, puis on a de la place pour continuer. Là. Mais ton produit phare, c'est lequel? Si tu en avais un à nommer, là, c'est lequel le meilleur vendeur? Ça change vraiment. Là. En ce moment, c'est bête, c'est le collagène. Mais sinon, ça a toujours été le sérum à la rose. C'est avec lui que j'ai commencé, puis c'est celui que j'utilise encore, puis qui était extraordinaire. Parce qu'on emploie en premier ingrédient, je vous disais de la distinction c'est pas tout le naturel qui est bon, parce que souvent, on voit des ingrédients comme de l'huile de tournesol en premier ingrédient. Pour moi, c'est un peu futile. Nous, c'est de la rose musquée. Et dans cette rose musquée-là, il y a de l'acide transrétinoïque qui est extraordinaire pour la peau. Mais encore, faut-il que la rose musquée soit vierge. Et notre fournisseur d'huile végétale, il dit, Jacinthe, tu es la seule qui demande des huiles végétales vierges dans le milieu des cosmétiques. C'est là où je suis très fière de ce qu'on fait parce que je le dis aussi, notre différence, c'est qu'on est 100% actif. Donc, tout ce qui est dans les peaux serve la peau.
Et on est en naturel au point où on peut manger les cosmétiques. Ça me concerne. Ce qu'on met sur la peau, on devrait pouvoir le manger. Tu es d'accord avec ça, David? Je pense que c'est moi qui t'ai enseigné ça, Jacinthe. À un moment. Là, c'est le fun. La question, c'était quel est ton meilleur produit? Puis on a droit à un pitch de vente complet pour tous les produits. Ben, c'est parce que Catherine aimerait ça. Donc, moi, je te propose sérum à la rose puis le collagène. Ah oui, le collagène fait des merveilles. Ben oui, le collagène, c'est très tendance, justement. Fait que ça te permet, justement, de surfer sur cette tendance-là parce que je sais que c'est extrêmement populaire. Là. Mais merci beaucoup, Jacinthe, d'avoir partagé ce qu'est la Maison Jacinthe avec nous. Et je pense que là, les gars se demandent, bon, est-ce que je vais prendre du collagène demain matin? C'est sûr, je me badigeonne demain. Moi, je me demande où l'injecter, le collagène. Je vais te montrer. Tu mets ça dans ton café le matin, dans l'eau. Merci beaucoup, Jacinthe René. Merci, Jacinthe. Je suis heureuse de ne pas avoir répondu à vos questions. Bien joué. Et merci Jacinthe. Catherine. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Le CA, une présentation de Garling WLG, des avocats aux côtés des entrepreneurs. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développez les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com. Alors, on a un nouveau nom pour notre segment de débat. Ça va s'appeler désormais le CA. Je suis très, très fière de faire partie enfin d'un CA. Mais juste avant, on a la question dérangeante. Parce que, on le sait, David, Carlo et Noah, la COVID est arrivée. Et dans les derniers épisodes, vous avez quand même traversé une tempête. Je sais que vous avez trouvé les événements plus ou moins drôles. Et pourtant, ben, vous êtes encore là. Alors, je veux savoir jusqu'à quel point vous avez eu la chienne. La chienne, et qu'est-ce qui vous a sauvé au travers de la pandémie? Moi, j'ai eu la chienne pendant plusieurs mois. Du mois de mars, février. En fait, nous, on vend beaucoup en Europe avec les logiciels. Puis la pandémie est arrivée 1 mois, 6 semaines plus tôt en Europe. Les écoles ont fermé. Puis toutes nos ventes scolaires, qui représentent 75 à 80 de nos revenus, là, les institutions, ont toutes chuté jusqu'en juin. Fait que de février à juin, ça a été vraiment difficile. Ce qui a sauvé, au niveau du moral, à tout le moins, c'est l'équipe. Quand je partageais tout ça avec l'équipe, je leur avais dit, écoutez, je vous promets transparence et bienveillance. Je vais vous dire ce qu'il y en est. Mais je vais tout faire pour garder tout le monde puis garder ça intact. Puis après ça, le fait qu'on était des dizaines de milliers d'entrepreneurs et d'entreprises dans la même situation, ça, je trouve ça rassurant. Quand tu es tout seul à vivre des problèmes, tu te sens vraiment tout seul. Quand tu es plein de monde à vivre des problèmes similaires, à cause d'une cause similaire à tout le moins, ben, il y avait quelque chose de rassurant pour moi là-dedans. Puis on voyait le discours des gouvernements, dans quelle direction il allait avec, entre autres, les subventions salariales et autres. Puis après ça, depuis au mois d'avril, mai, tranquillement, je vais dire, OK, il y a des solutions en place. On voyait un peu où ça s'en allait dans le monde scolaire. Puis après ça, on a été capable de reprendre notre élan. David? Moi, j'ai pas eu la chienne. Non? C'est drôle, hein? Mais moi, je suis un drôle de gars et j'aime le chaos. Fait que quand situation chaotique, en général, c'est là que je fonctionne le mieux, en fait. Fait que j'ai juste vu ça comme une opportunité. Ben, pas une opportunité, là, je tripais pas, là, on s'entend. J'étais pas comme genre Dr. Evil qui était comme moi. C'était pas ça, mais tu sais, il y a eu une semaine que nos ventes ont arrêté à 100%, mais je savais que ça reprendrait, puis j'ai pas... Nous, en fait, ce qui s'est passé, vu qu'on sauve des aliments, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu pas d'aliments du tout. Tout le monde qui arrachait dans les épiceries. Hein. Fait que tout le monde achetait tout. Fait que là, pendant quelques semaines, j'avais pas de surplus. J'étais comme, t'as géré de l'inventaire. Ouais. Mais 3 semaines plus tard, les gens ont arrêté d'acheter des fruits et légumes parce que ça commençait à être trop cher. Fait que les gens achetaient du riz puis du papier de toilette. Fait que là, tout le monde m'a appelé. Puis là, j'avais des vannes et des vannes et des vannes de fruits et légumes qui étaient entreposées à gauche, à droite, que j'ai repris de toutes les bannières, de tous les distributeurs potentiels de l'Est du Canada. Fait qu'il y a comme une espèce de grosse vague de surplus. Là. Fait que on a, d'une certaine façon, bénéficié en grande quantité des surplus que les gens rejetaient, en fait. Mais c'est le fun parce que tu as les qualités de tes défauts et vice-versa. Oui, merci Catherine. Merci de trouver le positif en moi. Ça fait bien. Moi, j'ai foi en toi, David. Noah? Pour moi, c'était une période difficile, mais en même temps pas si difficile. Nous n'avons pas vécu de grandes crises dans l'entreprise. Oui, il y avait une diminution de nouveaux contrats. Nous n'avons pas signé de contrat pendant une période de 8 à 10 mois. Et pour une boîte de conseil, ça, c'est vraiment la mort. Mais comme Carlo l'avait dit, j'étais bien entouré par mon équipe et tout le monde était là avec nous. Tout le monde était resté assez positif.
Et moi, j'avais besoin de rester positive avec eux et pour eux. Mais honnêtement, derrière les scènes, j'ai vécu une vraie dépression. Il y avait une période où j'ai vu que ça fait 10 ans que je suis en train de mettre ce projet en place. Et juste avant le COVID, et ça, c'est une vraie histoire, on avait confirmé et signé, et on a presque signé notre premier contrat de plus de 7 chiffres. Alors, un premier contrat de 1 million et plus sur 2 ans. Et tout de suite, notre client potentiel avait dit, « Garde, on met tout sur gel, on cancelle tout ça. » Et ça, c'était la période où on était vraiment en mode croissance. J'étais en train d'embaucher, j'avais prévu onboarder 5-6 autres personnes dans les prochains mois. Et tout a arrêté. Et moi, je sentais comme tout ce que j'avais mis pour construire quelque chose pendant 10 ans va bientôt disparaître comme ça n'existait jamais. Ouais. Ça n'est pas arrivé. On était vraiment, vraiment chanceux grâce à une bonne gestion de cash flow, grâce à mon équipe. Tout le monde a travaillé fort et moi, je suis quelqu'un, quand j'ai rien à faire, je vais juste créer du travail pour tout le monde. Et c'est ça qu'on avait fait. On avait lancé un festival virtuel comme tous les autres, mais en grande raison parce qu'on n'avait pas d'autres choses à faire. Bien, ça va mettre la table pour notre premier CA, justement, parce que, bon, on parle du 4 ans après une start-up, les débuts d'une entreprise, et est arrivée la pandémie pendant ces derniers instants, ces derniers mois. Donc, comment ça se passe, vos entreprises, là? Depuis le début des Dérangeants, là, comment votre entreprise a évolué? Et je vais commencer à l'envers, je vais commencer par Noah. Ah bon? Ben, il y a 4 ans, Arche Innovation commençait vraiment de prendre forme. Avant, l'entreprise existe depuis 10 ans, mais avant ça, c'était vraiment un solo show. Je travaillais toute seule, j'étais un consultant indépendant. C'était en sortant d'un projet avec la maison Notman où j'avais vraiment décidé de donner un brand à mes services et de développer un concept adapté pour nos clients. Alors, il y avait tout un travail à faire et on commençait même à sortir de Montréal, sortir de l'île et avoir des clients dans la région, qui pour moi était quelque chose assez important et une réussite où j'étais assez fier. Et je racontais à Carlo une anecdote où il y avait 4 ans, je n'avais aucune crédibilité à l'extérieur de Montréal, dans les régions, n'importe où, sauf que dans certaines communautés à Montréal. Et je me souviens toujours, j'étais en train de faire une pitch devant un client et j'avais quelques membres de la direction devant moi et il y avait un monsieur qui voulait absolument rien savoir de moi. Je sais pas si c'était parce que l'anglo venait à Joliette ou si il avait juste zéro intérêt dans les services d'innovation, mais il lisait un journal devant moi pendant que je faisais mon pitch. Chance que c'était un journal où on avait une pub pour les Dérangeants parce qu'il tournait la page et il trouvait une pub pour les Dérangeants. Il a vu ta grosse face? Il a vu ma grosse face, il regarde la page, il me regarde, il regarde la page, il me regarde, il ferme le journal et il continue dans la vie. Et il commence à m'écouter. Alors, les Dérangeants m'ont beaucoup m'aidé à crédibiliser, à être connu à l'extérieur. Et, et avec ça, Arche a vu une explosion du succès d'affaires pendant les années qui suivaient. On était juste, j'avais juste 3 employés à l'époque et après ça, j'ai triplé ça à 9, presque 10 employés. Et j'étais en full mode de croissance jusqu'au temps qu'une certaine pandémie mondiale arrivait à notre part. Tu avais même un paquet de projets en Afrique? J'étais à l'Afrique, j'étais à Abidjan à la tombée de la pandémie. Et je revenais et tout a été mis sur le gel. J'étais en train d'ouvrir un bureau en Afrique, le premier bureau d'Arche en Afrique de l'Ouest. Aussi quelque chose dont j'étais très fier. On avait travaillé sur ce projet depuis 4 ans, en fait, depuis le début avec les Dérangeants. Et tout a arrêté. Mais comme on vient de dire, j'avais vécu un mauvais moment personnel comme personne, comme humain. J'étais forcé de juste trouver ma motivation et de juste trouver des choses à faire pour s'assurer qu'on demeure pertinent, que les gens sachent qu'on est toujours là. Et pour une entreprise de service en conseil, il faut vraiment faire des efforts parce que j'avais même réalisé que 80% de mes chiffres d'affaires venaient des ventes des interactions en personne. Des personnes que j'avais rencontrées à des activités de réseautage ou dans le monde. De transformer ça tout de coup pour faire des ventes ou faire du marketing en ligne, ben ça se faisait absolument pas. Carlo? Oui. Mon côté, il y a plein de choses qui ont changé, qui ont évolué. Puis juste pour mettre les gens en contexte, moi, je me considère comme un entrepreneur social. La cause, entre autres l'éducation, la réussite globale des jeunes et des familles, c'est ce qui m'allume beaucoup. Il y a 4 ans,
je mettais pas le doigt là-dessus. Tu sais, c'est ce qui m'allumait, mais on dirait que je l'avais pas cerné, je le mettais pas des mots là-dessus, aussi concrètement que je le fais maintenant. Puis j'avais déjà commencé à investir pour créer aidersonenfant.com. Là, en 4 ans, aidersonenfant.com est devenu un organisme non lucratif à part entière qui a sa propre vie. C'est encore beaucoup financé par Matemo, donc j'ai souvent que j'ai mis tous les profits des 6-7 dernières années de Matemo et plus encore des emprunts et tout pour que ce projet-là voit le jour. Fait qu'on a 0 subvention. Ça va changer bientôt, mais on a 0 subvention. C'est étonnant, ça, quand même. Ouais, ben c'est un mélange de... C'est ma fierté, puis en même temps, c'est un mélange probablement d'un échec. Tu sais, j'étais intense. Fait que là, je me dis, OK, il faut aider les familles, il faut aider les parents. Puis là, je vais pas rentrer dans le pitch de vente que je fais, mais il faut aider les familles. Il y a personne qui prend la balle. Je vais la prendre, moi, cette balle-là, puis on va le faire. Puis je suis allé all-in là-dedans. Mais ça reste un projet... non rentable, mais je l'ai fait comme ça. C'est à refaire, je le referais différemment. Là, j'irais beaucoup plus vers... Qu'est-ce que tu ferais différemment? J'irais chercher des subventions beaucoup plus tôt. Là, je commence à faire ça depuis... je l'ai fait depuis 2 ans avec un... Parce qu'il y a des subventions disponibles, mais c'est que tu n'as pas pris le temps d'aller les chercher. Oui, exact. Puis en fait, j'ai commencé il y a 2 ans moi-même à essayer d'aller en chercher, puis j'ai un taux de réussite ou d'échec de 0%. Là, fait que c'est comme 0 succès à le faire moi-même. Puis en janvier dernier, j'ai embauché quelqu'un qui ne fait que ça. Donc d'ici quelques semaines, on va avoir des belles annonces en ce sens-là. Attends, je t'arrête, mais quand on dit qu'il faut bien s'entourer, là, c'en est un exemple. Tellement. D'avoir quelqu'un qui remplit les subventions à sa place. À un moment donné, il faut comprendre dans quoi on est bon ou qu'est-ce qui marche puis qu'est-ce qui marche pas. Puis là, si je voulais qu'aider son enfant ait sa propre vie puis qu'il arrête de siphonner tous les fonds de Matemo, bien, il fallait que je mette encore plus d'efforts. Cet investissement-là, d'aller chercher quelqu'un qui va être dédié, entre autres, au financement, subvention, commandite, pour l'OBNL, faire en sorte que ça ait sa vie propre. Ça, c'est un gros changement parce que ça fait 2 structures. C'est le même monde. C'est toute la gang de Matemo qui est derrière aider son enfant. Fait qu'il y a quand même beaucoup de temps et d'argent et d'énergie qui est investi là-dedans. Mais depuis, on a créé... En fait, comment on se finance avec aider son enfant comme l'OBNL, c'est qu'on a créé un nouveau produit, c'est des conférences web qu'on vend aux écoles. Donc, c'est un abonnement école qui finance à aider son enfant puis qui permet de créer une tonne de ressources gratuites puis de financer une partie des salaires. En parallèle de ça, Matemo, l'entreprise privée, moi, je les vois comme les deux travaillaient main dans la main à faire la même chose, mais avec des projets différents puis des enjeux différents. Bien, Matemo, les logiciels de soutien technologique, etc., pour les jeunes qui ont des taux d'apprentissage. Bien là, j'ai bâti une équipe de direction. Fait que, il y a 4 ans, c'était moi et des gens de qualité, mais quand même pas de qualité de direction, équipe de direction. C'est chiant pour eux autres. Ben, ils le savent. 4 ans plus tard, ils n'ont pas plus le titre. Là, fait que je pense qu'ils ont compris. Mais c'est des gens extraordinaires, mais à un moment donné, il y a un niveau d'expérience et de compétences qui nous manquait à l'interne. Puis là, j'ai rajouté 3 personnes dans une équipe de direction. Puis c'est beaucoup, puis c'est pas beaucoup. C'est beaucoup pour nous. C'est pas beaucoup quand tu as 100 employés, mais quand tu en as 4, puis tu en rajoutes 3, ça fait une différence. Ça fait un monde de différence. Ouais. Donc, j'ai quelqu'un aux communications puis à la production de contenu. J'ai quelqu'un en technologie. J'ai le Pierre, dont je parlais tout à l'heure, qui est à la recherche de subventions commandites, etc. Mais ça fait 3 gros morceaux. Je voudrais en rajouter 2 autres dans la prochaine année. Marketing et plus direction générale. Ça, ce seraient les 2 gros morceaux que j'aimerais rajouter à ce que je fais. Alors, tu ajoutes beaucoup de la direction à ton équipe, mais est-ce que c'est toujours toi le chef d'orchestre? Oui. Malheureusement, parce que moi, mon rôle, là, il devrait tellement être plus dans le côté macro, là, la direction, la stratégie. La vision de l'entreprise. La vision. Ouais. Puis encore aujourd'hui, alors que j'ai une équipe de direction, je peux le faire plus qu'avant, mais je trouve que je le fais pas assez encore. Fait que c'est une transition, c'est une question de cash flow. Là. Moi, j'ai pas de financement externe, je suis 100% propriétaire. J'ai un emprunt qui court encore, mais je reste dans mon confort, je dirais, du risque que j'ai. Aller chercher des ventes supplémentaires qui vont me permettre d'embaucher d'autres mondes de qualité. C'est un peu mon modus operandi depuis 15 ans. Mais l'autre gros morceau de ça, c'est que Matemo, officiellement, puis je m'en vante pas là, parce que c'est zéro attrayant, mais on est un distributeur. Un distributeur à valeur ajoutée, mais on est quand même juste un distributeur. Puis c'est quelque chose qui n'est pas sexy pour un banquier ou une émission de télé, c'est un distributeur. Tu as l'impression que tu es comme un joueur de 4e trio au hockey, là. T'es remplaçable, puis tout ça. C'est important ce qu'on fait, mais la réalité, c'est qu'on a juste des partenariats forts avec des concepteurs de logiciels à Toronto puis à Zurich en Suisse. Puis on est leur partenaire francophone mondial, très, très pédagogique. On a un beau réseau, mais on est des, entre guillemets, simples distributeurs. Puis là, je dis parce qu'on est entre nous, entre dérangeants, mais c'est
Encore là, ça a été mon chemin, ça a été mon école. Mais là, moi, je veux plus que ça. Fait qu'on on devient des concepteurs. On l'a montré qu'avec Aider son enfant, on était capable de le faire. Puis là, on va lancer cette année 1 ou 2 nouveaux produits, 100% Mathémo. Un sûr, c'est sur le bien-être des enseignants. Donc, développer les compétences socio-émotionnelles des enseignants pour améliorer leur bien-être. Ça va être un produit... Ça va faire du bien à la société. Ben, écoute, c'est comme un must. C'est clair que ma prof de primaire a pas su ça. Oui, ben, J'y en veux encore. Ouais, ben c'est ça. Il y a plein de... Il y a un besoin pour ça, puis je pense qu'on est les meilleurs pour pouvoir le faire, puis on est en train de développer le produit. Puis ça me rend extrêmement fier parce que pour la première fois, on va être à 100% maître chez nous, comme dirait Jean Lesage. On va bâtir un produit du début à la fin, du début jusqu'à la vente, alors qu'actuellement, on influence la conception des produits avec nos partenaires, mais on est quand même dépendant de nos partenaires. On les aime, mais cette dépendance-là peut être lourde des fois. Fait qu'on fait cette transition-là de modèle d'affaires puis d'entreprise-là qui moi, me rend super fier, mais qui vient avec un paquet de challenges. Mais au moins, on a une équipe direction. On a doublé notre chiffre d'affaires en 4 ans. Donc, d'à peu près à 1 à 2 millions. Puis en même temps, on a créé l'OBNL qui a le même chiffre d'affaires que Mathémo de l'année passée. Donc, moi, je me couche heureux le soir parce qu'on sait qu'on fait du bien puis qu'on le fait dans un modèle d'entreprise privée et dans un modèle OBNL qui se complète super bien. J'apprécie beaucoup que tu es prêt à partager tes chiffres d'affaires au Cameroun. Ben, c'est ça. je livre la marchandise de ce côté-là. David, comment ça s'est passé, toi? Tes 4 dernières années? C'est à mon tour, là. Moi, peut-être que vous voyez à ma face, là, mais je suis brûlé grave. Là. En ce moment, là, je suis burn. Nous, on vit une crise de croissance exceptionnelle. Là. Puis quand je dis exceptionnelle, c'est pas une bonne nouvelle là, parce qu'il y a le mot crise dans le mot croissance. Là. Puis là, on est vraiment dans l'œil du cyclone, on est dans la crise. T'sais. Puis nous, à chaque année, on a doublé notre chiffre d'affaires. Ça fait 5 ans qu'on existe. Puis doubler de 1 à 2, de 2 à 5, de 5 à 10, ça va. Mais là, de 10 à 20, là, on est dans... C'est pas pareil, doubler de... C'est intense. T'sais. Puis on le sait, il y a une crise de main-d'œuvre énorme. Hein? Puis tu sais, à Loop, on a une mission incroyable. C'est la mission qui drive l'entreprise, en fait. C'est la mission qui fait qu'on existe, en fait. Puis c'est la mission qui décide les nouveaux produits. Fait il y a 4 ans et demi, 5 ans, quand j'ai commencé avec Julie, on était 2 dans mon appartement, puis on avait 4 jus faits avec les surplus d'une entreprise, puis on les faisait en co-packing, fait que c'est même pas nous qui les faisaient. Fait qu'on était 2 employés, puis that's it. On a construit une usine, puis elle est trop petite, fait qu'on en construit une autre à Boisbriand. On a lancé des bières, on a lancé du gin, on lance un prêt-à-boire, on lance des biscuits. Notre but, c'est dans chacune des rangées de l'épicerie, en fait. Mais c'est ça s'arrête où? Bien, en fait, ça s'arrête pas. Parce que du gaspillage alimentaire, il y en a partout dans le monde. Puis notre vision est la même depuis 5 ans. C'est ça qui est fou, là, c'est qu'on n'a jamais changé de vision. Notre vision, c'est d'être le leader à l'international en économie circulaire dans le milieu alimentaire. Puis c'est ça qu'on fait, en fait. On n'a pas le choix. Puis notre mission, c'est de réduire le gaspillage alimentaire à l'échelle globale. Fait que quand les gens nous appellent pour dire on jette ça, puis tout le monde nous appelle maintenant, là, Kraft, Del Monte, Dole, tout le monde nous appelle maintenant pour dire voici ce qu'on jette. Ben, on ne peut pas dire non, nous, parce qu'on est comme, OK, ben, il faut faire que quoi? Fait qu'on regarde le surplus, puis on check qui peut le transformer en quoi, puis on crée un produit, on met notre brand loop dessus, puis on le met dans ses tablettes, en fait. OK. Ben, une croissance, tu l'as dit, là, ça gère très, très mal quand ça grandit trop vite. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire dans un cas comme celui-là? Il faut bien s'entourer, première des choses. Quand tu as une entreprise qui a un certain aura comme nous, c'est vraiment facile de trouver des directeurs. Fait que c'est facile de trouver du monde en marketing, en HR, en direction, etc. Ce qui est vraiment dur en ce moment, c'est la manutention. C'est le monde de plancher. C'est mes gars d'usine. Aujourd'hui, là, toute l'après-midi, j'étais dans un entrepôt à faire des palettes. C'est ça que je faisais. Parce qu'il n'y a personne pour faire les palettes. Avec le cofondateur de l'entreprise, là, il est en train de monter des palettes. Puis j'avais mon directeur logistique puis mon directeur d'opération qui était avec moi. Fait que tous des salaires au-dessus de 100 000 là, qui sont sur le plancher à faire une job qui en vaut 18 $. T'sais. Fait qu'on croule en ce moment. C'est le fun parce que si jamais vous avez une grève, vous allez être capable de la gérer. Ouais, ben, vous allez l'avoir fait avant. La bonne nouvelle, c'est que je sais comment les monter. Je peux conduire le lift. J'ai failli me faire écraser le pied d'ailleurs tantôt. Vous êtes combien dans l'équipe de direction? Là, on a créé un comité de direction. C'est nouveau. Avant, il y a 3 mois, j'avais pas de directeur. Fait que c'était Julie puis moi. Puis tout le monde, dans l'organigramme, tout le monde est en dessous de nous. Fait qu'on avait en gros 34 personnes en dessous de nous. Quand même. Là, pas des gens de plancher, là. Non, du monde, des managers, si on veut, là, des ventes, etc. Puis là, on a une directrice des ventes, on a une directrice des ventes au Québec aussi, directeur d'opération. En tout cas, on a tous les directeurs qu'il faut. Ouais. On vient d'engager. Fait que c'est tous des rookies, là. Fait qu'il faut les former, ce monde-là. Ouais. On n'a pas le temps de les former. C'est des gens d'expérience que tu as embauché? C'est du monde vraiment d'expérience. Ouais. C'est tout du monde que j'ai chassé, en fait. C'est tout du monde qui n'était pas sur le marché de l'emploi, que j'ai engagé un chasseur de tête puis que j'ai volé à quelqu'un.
n'as pas le choix de faire ça. Parce que si tu fais pas ça, puis tu prends le monde qui sont sur le marché, ils sont sur le marché pour une raison. Là. En général, je dis pas tout le temps, là, mais souvent, ils sont là pour ça. Moi, j'ai une question très intime, mais elle fait partie de ton entreprise. Moi, Tu j'aime ça, les questions intimes, ben Catherine. voilà. Moi, j'aime bien aussi les Voulez-vous qu'on vous questions laisse? intimes. J'aimerais ça que vous me laissiez. Mais Peut-être tu- tamiser les lumières aussi, s'il vous plaît. Tu travailles avec ta blonde, Julie, tu l'as mentionné. Jusqu'à quel point ça use un couple de travailler ensemble comme ça, puis de gérer une croissance, puis de loader des palettes? C'est absolument exceptionnel. Parce que moi, je suis un gars fusionnel, puis elle aussi. Il y a du monde, il y a beaucoup de couples que je rencontre qui disent moi, ma blonde, je pourrais jamais passer du temps avec elle, ça n'a pas de bon sens. Mais nous, c'est de même qu'on s'est rencontrés. On s'est rencontrés pour partir un projet ensemble. Puis on s'est dit, on part une business ensemble, let's go. Puis on a parti ce projet-là. Puis c'est de même qu'on est tombé en amour, qu'on a appris à se connaître. Puis avant, j'étais un gars, un courailleux, comme on dit, là, qui n'était pas capable de rester avec quelqu'un plus que 3 semaines. T'étais courailleux? Ouais, Mais voyons donc. Mais puis maintenant, tu vois, là, j'ai rencontré quelqu'un où est-ce qu'on respire, on sue notre entreprise, c'est ça qu'on mange au Mais quotidien. ça puis on n'envahit tripe. pas votre vie privée d'être toujours... 150 Notre vie privée, il n'y a pas de vie privée. Là. OK. Notre vie, c'est Loop, en fait. Tu sais. Puis on a un bébé, on vient d'avoir un bébé, elle a 6 mois. Puis elle fait partie de la patente. Puis Julie a recommencé à travailler 2 semaines après avoir accouché. Là. On est à 150 dedans. Fait qu'il n'y a pas vraiment de séparation entre le travail puis la maison. Là. Il n'y a pas ça. Il y a notre vie. Puis les employés font partie de notre vie aussi. En fait. Mais est-ce que tu aimes ça? Est-ce qu'un jour, Loop va être une entreprise familiale? Ton enfant va un jour faire monter des palettes avec... Non. Non, parce que notre vision... Tu sais, Loop... Nous, contrairement à vous deux, en fait, nous on est financés. Nous, on fait des rondes d'investissement. Là, on vient d'avoir une ronde de 10 millions de dollars qui vient de rentrer. On va refaire une autre ronde dans 1 an et demi. On le sait parce que notre but en ce moment, c'est pas de piler de l'argent, c'est de grandir le plus vite possible. Le mot économie circulaire, un peu comme ce que tu disais tantôt, Noah, que le mot innovation, c'est tout le monde l'en parle. Là, mais maintenant, économie circulaire, là, toutes les entreprises alimentaires veulent faire de l'économie circulaire puis disent qu'ils sauvent des aliments. Ils le font pas toujours pour vrai, là, mais c'est la nouvelle mode parce qu'on a parti quelque chose. Fait qu'il faut qu'on aille vite. En fait. Fait que pour aller vite, il faut être subventionné puis avoir des fonds. Puis... Alors, comment est-ce que tu distingues contre tout ça? Alors, il y a tous des gens qui disent je copie le modèle Loop, j'ai la même proposition de valeur, etc., etc. Mais tu sais que ce n'est pas vrai. Ouais. Peux-tu coller ça et dire, regarde, c'est bullshit? Non, mais moi, j'appelle toutes les entreprises alimentaires qui disent qu'ils veulent sauver des aliments, puis je leur dis check. On est les mieux placés dans l'industrie, dans l'Amérique du Nord pour sauver des aliments. Puis ça, c'est un nouveau programme qui s'appelle Loop Synergie. On a une subvention de 500 000 d'ailleurs du fédéral pour ça et du provincial. Puis on va devenir non seulement une compagnie qui crée des produits en économie circulaire, mais on devient aussi une compagnie qui vend de la matière première d'aliments rejetés à des entreprises alimentaires qui veulent aussi mettre de la matière première rejetée dans leur recette, en fait. Et c'est tellement dans l'air du temps, hein, parce qu'on commence, ça fait longtemps qu'on parle d'environnement, mais là, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui commencent à se réveiller. Donc, vous devez être aimé, justement, de ces subventions du gouvernement. On doit vouloir vous avoir là, dans le Québec Inc. Ah, 100 oui, c'est ça qui a fait qu'on a grandi aussi vite aussi. C'est qu'on a eu les émissions de télé, les journaux, aimer, les revues. Ma blonde est belle, moi un peu moins, mais au moins, on est facile à aimer, en fait. À cause de notre mission. Puis, tout le monde gagne dans ce qu'on fait. C'est ça qui est malade de notre business model, en fait. C'est que il y a aucune faille. En fait, l'agriculteur ou le transformateur alimentaire qui jetait ses aliments avait une perte financière. Puis tout d'un coup, moi, je vais le voir, puis je dis, je vais te donner de l'argent pour ça, je vais te l'acheter. Fait qu'il transforme une perte en revenu. Puis on crée quelque chose qui n'a jamais existé dans l'industrie, c'est on peut faire de la désinflation en faisant ça, parce qu'en donnant de l'argent à du monde qui le perdait avant, bien, ils peuvent, eux, devenir plus compétitifs sur le marché parce que tout d'un coup, ils ont plus d'argent dans les poches, fait que leur profit net est meilleur. Donc, ils peuvent investir soit en marketing, soit en ressources humaines, ou soit en réduisant leurs coûts pour être plus compétitifs. Ce qui fait que ton brocoli que tu vois à l'épicerie, là, que l'agriculteur en perd 10 %, le distributeur en perd 5 %, l'épicerie en perd 15 %, tout ce coût-là, ils chargent dans le prix qu'ils vendent. Mais nous, si on donne de l'argent à tout ce monde-là puis ils ne le perdent plus, bien, ils peuvent diminuer leur coût, en fait. Fait que le brocoli à l'épicerie va devenir moins cher si des entreprises comme nous continuent à faire ce qu'on fait, en fait. Est-ce que vous allez produire au Québec pendant encore plusieurs années ou vous allez devoir construire des usines ailleurs? Notre vision, c'est la nouvelle usine qu'on construit en ce moment, là, à Boisbriand. Elle va fournir tout le Canada puis tout l'Est des États-Unis. On construit une nouvelle usine en Californie, une en Europe, en Irlande, puis une en Australie.
Ça, c'est booké ou c'est les plans? Ça, c'est dans le. C'est pas booké, là, dans le sens que j'ai pas acheté le terrain, Ouais, là, c'est ça. mais c'est dans le plan d'affaires. OK. Ça roule, hein? Ça roule pas mal. Let's go! Bravo à vous trois pour vos croissances personnelles, mais aussi d'entreprise. Puis ça m'a fait plaisir de vous entendre aujourd'hui. C'est le fun de te rencontrer, Catherine. Merci. Moi, j'ai hâte qu'on parle de ta business, Catherine. Une autre fois. Merci, David Côté. Merci, Catherine. Merci, Carlo Coccaro. Merci à toi. Et merci, Noah Redler. Merci, Catherine. À bientôt. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les dérangeants!